Bonjour à tous, bienvenue dans le portrait de la semaine, vous connaissez l'émission. Dans ce face-à-face, une personnalité vient nous confier sur son parcours et sur sa vie. Aujourd'hui, nous recevons une invitée bien connue des Français. Bonjour Roselyne Bachelot. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien. Vous êtes bien installée dans ce fauteuil blanc? Très bien installé, ce fauteuil blanc. J'ai un petit coussin rouge derrière le dos. Qui ne se voit pas, là. Qui ne se voit pas, mais qui, On l'imagine. à défaut de le voir, je le sens. Alors on va tourner ensemble la première page de ce livre consacré à votre histoire. Vous êtes née à Nevers, dans la Nièvre. Vous êtes la fille de Jean Narquin, député gaulliste, et d'Yvette Ledu. Et d'ailleurs, grâce à la fonction de votre père, vous faites de très belles rencontres du monde politique. Et d'ailleurs, dès l'âge de 8 ans, vous êtes allé au pensionnat de la retraite du Sacré-Cœur à Angers. Excellent élève. Vous avez le souvenir d'avoir été un peu indiscipliné. Aujourd'hui, quel regard avez-vous sur la petite fille que vous avez été ? La petite fille que j'ai été a eu une chance extraordinaire. D'abord, la chance de vivre avec deux parents qui étaient des héros, deux grands résistants. Et c'est vrai que ça vous oblige quand vous vivez avec des gens de cette qualité. Mes grands-parents étaient résistants de chaque côté. Ma grand-mère, chef syndicaliste, qui milite pour l'égalité des salaires entre les hommes et les femmes dans son usine où elle fabrique des obus. Ma grand-mère paternelle, elle, militante contre la peine de mort. Je ne sais pas si vous représentez ce que c'est que de militer contre la peine de mort au début du XXe siècle dans un milieu rural, le courage qu'il faut. Et ces gens-là, ils m'ont tout donné, oui. Et ils m'ont donné l'occasion aussi de faire des rencontres exceptionnelles parce que c'était eux-mêmes des gens exceptionnels. Et d'ailleurs, comme votre maman, vous étiez une amoureuse, vous êtes toujours une amoureuse de lecture, mais c'est vrai que certains ouvrages vous ont particulièrement marqué, comme Le Général d'Ourakin, un roman de la comtesse de Ségur. On a Le Club des Cinq, mais un livre aussi vous a particulièrement marqué, c'est Le Mouron Rouge. Bachelot. C'est une série, pour l'expliquer à nos téléspectateurs qui ne connaissent pas, c'est une série de 9 romans anglais, écrites d'ailleurs dans la première partie du XXe siècle par la baronne Hoxie. C'est vrai, d'une certaine manière, ces lectures ont participé aussi à la construction de la femme que vous êtes aujourd'hui. Ah oui, ma mère m'a fait ce cadeau magnifique, c'était pour l'anniversaire, je crois, de mes 9 ans. Je suis né le jour de Noël, hein. On ne dépensait pas beaucoup de cadeaux, mais elle m'a offert ces 9 tomes du Mouron Rouge, Scarlett Pimpernel. Cette baronne Hoxie a écrit en anglais ce rôle de cet aristocrate, ce personnage d'aristocrate anglais qui sauve des gens de la guillotine. Et il y a même eu un 10e livre qui a été écrit par un Français qui s'appelle L'Avocat et qui a situé l'héritier du Mouron Rouge dans la Résistance et qui est en fait le 10e volume qui s'ajoute à cette collection. Et c'est vrai, est-il ici, serait-il là? Les Français tremblent dès qu'il bouge, c'est bien lui, l'invincible Mouron Rouge. Alors je me suis dit, c'est formidable, c'était mon idole. Ça vous a accompagné. Voilà. Et moi, la républicaine, j'avais pour idole un aristocrate anglais. Et oui, c'est encore une incohérence ou un paradoxe. Vous suivez des études de pharmacie, que vous interrompez d'ailleurs quand vous vous mariez, mais vous les reprenez quelques temps plus tard, 10 ans, hein, c'est ça, vous les reprenez 10 ans plus tard. Aujourd'hui, sur un plan personnel, ce métier de pharmacienne que vous avez pratiqué, quel regard vous avez sur cette... C'est mon métier, c'est ma profession. Vous savez, la vie politique, c'est une fonction, c'est pas un métier. Et d'ailleurs, chaque fois que j'étais en élection, j'ai été réélu 5 fois député de Maine-et-Loire, je m'étais battu. Mais je me disais, si j'étais battu, qu'est-ce que je ferais? Et je me disais, je suis docteur en pharmacie, je suis vraiment quelqu'un de la société civile. Moi, je n'ai pas été assistante parlementaire à 20 ans, faisant toute ma carrière dans la politique. J'ai été docteur en pharmacie, j'ai exercé le métier de pharmacienne et je suis rentrée en politique. J'ai été élu pour la première fois, j'avais 36 ans. Donc, je suis quelqu'un de cette société civile et vous avez rappelé que j'ai été salarié d'une entreprise, alors vraiment tout à fait au bas de l'échelle pendant des années pour payer les études de mon mari. Donc, moi, je suis quelqu'un de la société civile et j'y tiens et je dis toujours, mon métier, c'est pas la politique, c'est la pharmacie.
C'est vrai qu'en parallèle à ces études, la politique vous anime déjà. Alors que vous terminez vos études, en dernière année, pour passer votre doctorat, vous êtes élu au Conseil général au début des années 80. Au départ, c'est vrai que votre papa, député RPR de la première circonscription de Maine-et-Loire, vous conseille de vous présenter dans un des territoires un peu compliqués, Roselyne Bachelot, à obtenir, mais vous gagnez avec 56% des voix. Ah, oui, quand j'ai voulu faire de la politique, mon père m'a dit, tu sais, on te reprochera toujours d'être ma fille, on dira que tu as quelque chose de grâce et de faveur, donc si tu veux faire de la politique, d'accord, mais il faut que tu te présentes dans un truc complètement pourri. Et c'est vrai que François Mitterrand venait d'être élu président de la République, il avait fait 56% dans ce secteur qui était à gauche, dans lequel d'ailleurs il y avait un conseiller général socialiste, personnalité formidable, d'ailleurs un grand résistant, très estimé, la personnalité qu'on estimait tout à fait indéboulonnable. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu l'investiture, parce que sinon on ne me l'aurait jamais donné. Il fallait quelqu'un pour porter le drapeau sur un secteur qu'on estimait perdu pour nos couleurs. Donc j'ai eu l'investiture, et alors là, dans ce gros secteur qui faisait 35 000 personnes, c'est un très gros canton, oui. Voilà, j'ai fait ce qu'il y avait à faire, et j'ai renversé la donne, ce qui m'a valu, quand je suis arrivé le soir de ma victoire à la préfecture, ça je l'oublierai jamais, le chef de l'UDF de l'époque m'a dit, si on avait su que c'était possible, on aurait envoyé un homme. Incroyable. Incroyable, voilà. Ce genre de réflexion. J'ai vécu ça toute ma vie, ce machisme parfois violent, parfois paternaliste. Ça a conditionné aussi un certain nombre de mes combats. En 1988, vous décidez de vous présenter comme député, au même endroit d'ailleurs où votre papa était élu, car il souhaitait arrêter la politique. Alors il y a une anecdote assez marrante, enfin assez marrante, mais ça montre aussi le parcours que vous avez établi. À ce moment-là, Jacques Chirac, alors Premier ministre, promet à ses ministres des circonscriptions gagnables. Et comme celle de votre papa se libérait, il avait prévu de mettre Hervé de Charette à ce moment-là. Absolument. Ah, c'est une histoire absolument folle parce que Mitterrand avait institué la proportionnelle. Donc il y avait effectivement des garçons, enfin des ministres qui avaient été élus députés en 86 à la proportionnelle, et ils avaient pu être élus sur des secteurs où théoriquement il n'y avait pas de députés de droite. Et en particulier, Hervé de Charette avait été élu dans la Nièvre, fief de Mitterrand, où au scrutin majoritaire à 2 tours, il n'y a que des députés de gauche, classiquement. Donc Hervé de Charette savait très bien que le retour au scrutin majoritaire, voulu par Jacques Chirac, allait le priver d'un lieu d'élection. Et à Contrexéville, Chirac avait fait une sorte de serment qu'on appelle le serment de Contrexéville, et il avait dit à ses troupes et à ses ministres, vous aurez une circonscription gagnable. Et quand mon père a dit, il est temps que je lâche, et évidemment, Roselyne, c'est pas parce qu'elle est ma fille, mais c'est parce qu'elle a gagné de haute lutte un canton important, elle est vice-présidente du conseil régional, elle a mené la liste au conseil régional, c'est la meilleure, elle va être mon successeur, elle va avoir l'investiture. Et les types lui ont dit, ben non, il n'en est pas question. Alors à ce moment-là, mon père a dit, bah écoutez, je reste candidat. Et évidemment, on ne pouvait pas lui refuser d'avoir à nouveau cette investiture. Et au dernier moment, eh bien, on a présenté... Minuit moins 10, c'est moi qui ai déposé ma candidature. Mais ils étaient furieux, mais furieux, comme c'est pas possible de le dire. Mais il y a quelque chose que j'ai jamais oublié, parce que c'était Jacques Toubon, un homme que j'adore, qui est un ami, qui était à l'époque secrétaire général du mouvement gaulliste. Et quand je suis arrivé, élu à l'Assemblée en 88, il a pris mon père dans ses bras et il lui a dit « Ah Jean, tu as fait quelque chose de formidable, il n'y a que toi qui pouvais faire ça ». Et c'est vrai que par la suite, vous êtes réélu plusieurs fois comme député. Jusqu'en 2012. Exactement. J'ai décidé d'arrêter. Notamment à plusieurs travaux parlementaires, alors, entre autres sur les questions de santé ou encore de handicap. Mais le grand public vous découvre dans un discours, un très beau discours à l'Assemblée nationale. Nous sommes en 1998, c'était en faveur du Pacs. Et d'ailleurs, cette séquence vidéo, ce petit extrait, je vous propose tout de suite, Roselyne Bachelot, de le revoir. Je réponds à la question.
Le pacte de solidarité a-t-il pour origine une revendication portée par des associations homosexuelles? Eh bien oui, bien sûr. Mais qui mieux que des homosexuels pouvait, à partir de leur expérience de solitude, de rejet, de mépris, faire le diagnostic des difficultés qui rongent notre société? Il et elle ne veulent ni le dégoût des saintes Nitouches, ni la commisération des dames patronesses. Cela a été l'honneur de ces associations de faire des préconisations qui refusaient les solutions communautaristes, forcément stigmatisantes, pour bâtir un projet où chacun et chacune d'entre nous pourra se retrouver, lui, ses enfants, ses parents, à un moment ou à l'autre de sa vie, car finalement nous ne reconnaissons ici qu'une communauté, la République. Est-ce qu'aujourd'hui, Roselyne Bachelot, ce discours est-elle votre plus grande fierté? La plus grande, peut-être, enfin une des plus grandes certainement. C'est un moment tout à fait extraordinaire. Et ceux qui l'ont vécu m'ont dit qu'ils avaient vécu, en spectateur, bien sûr pas en acteur, à des plus beaux moments de leur vie parlementaire. J'ai reçu des mots après ce discours où des gens de ma sensibilité ou pas de ma sensibilité m'ont dit « Je suis député depuis 10 ans, je ne savais pas pourquoi j'étais là, en vous écoutant, j'ai compris ce que c'était que d'exercer une fonction parlementaire, une fonction tribunicienne. » Des gens me l'ont fait, j'ai souvent raconté cette histoire de ce monsieur qui m'arrête à la station Invalide, dans le métro, sur le quai, et qui me récite par cœur le discours. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de députés dans l'histoire qui ont eu cette chance absolument incroyable de vivre ces moments. Et c'est vrai que ce discours, il est fondateur, il est structurant de mes choix. Je ne l'ai pas fait comme une opération de publicité, de communication. C'est très curieux parce qu'à la fin de ce discours, les journalistes se sont regroupés dans la salle des 4 colonnes, vous savez, la salle qui est à la sortie de l'hémicycle, et où les journalistes attendent les députés, persuadés que j'allais sortir pour faire une espèce de conférence où j'allais parler devant les télévisions. Moi, ça ne m'intéressait pas, je n'avais pas envie de ça. C'était pas pour ça que je l'avais fait. C'était pour vos convictions. C'était pour mes convictions qui m'habitent depuis des années, évidemment. En 2002, c'est une nouvelle page de votre vie qui s'écrit. Vous entrez au gouvernement comme ministre de l'Environnement, de l'Écologie et du Développement durable, le nom est long, dans le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin. Jacques Chirac, d'ailleurs, avait déclaré cette très belle phrase. « La politique n'est pas seulement l'art du possible, il est des moments où elle devient l'art de rendre possible ce qui est nécessaire. » Est-ce que cette phrase résumerait cette partie de votre parcours? Oui, oui, certainement. L'écologie est une cause magnifique. Et je dois dire que vraiment, la feuille de route qui m'a été donnée par Jacques Chirac était à la fois très ambitieuse, mais quand je regarde, je ne fais pas d'opposition, mais quelquefois le bilan de certains de mes successeurs ou de mes prédécesseurs, je me dis qu'en 2 ans, avoir écrit la charte de l'environnement et de l'avoir inscrite dans la Constitution, d'avoir fait la première stratégie nationale de développement durable, c'est-à-dire qui a mobilisé tous les ministères pour la première fois autour de la donne écologique et qui a sorti l'écologie de son ghetto en quelque sorte, avoir fait le premier plan national santé-environnement, avoir réconcilié le monde de la chasse avec l'écologie. On n'imagine pas, la France était à feu et à sang. Maintenant, la question de la chasse n'existe plus. J'ai apaisé cela. Et tout ça, oui, et surtout d'avoir fait la grande loi sur les risques, hein, parce que je sortais du drame de Toulouse, de l'accident, de la catastrophe d'AZF, et cette loi qui porte mon nom, la loi Bachelot de 2003, c'est une loi structurante. Encore aujourd'hui, je suis invité à des colloques régulièrement pour expliquer les attendus de cette loi de protection de l'environnement. Donc je me dis, quand je regarde, quand je me retourne, je dis, c'est
quand même pas mal, Bachelot, comme ministre de l'écologie. En mai 2007, après l'élection de Nicolas Sarkozy comme président de la République, vous êtes nommé comme ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, puis 3 ans plus tard, ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale. Puis vous décidez aussi après de tourner la page de la vie politique. Aujourd'hui, avec du recul, qu'est-ce que vous retiendrez le plus de votre engagement ? Je retiendrai le plus de cet engagement, c'est sa cohérence à travers toutes les périodes de ma vie. Un des derniers livres que j'ai écrit s'appelle « La petite fille de la 5e ». Vous racontez différents souvenirs. Voilà, et je me dis que j'ai eu beaucoup de chance de traverser en actrice cette histoire de notre pays et de l'avoir fait dès mon plus jeune âge, grâce à mes parents. Et finalement, ce que je retiens, c'est que je n'ai jamais trahi mes engagements. Je n'ai jamais à aucun moment cédé devant des pressions, Dieu sait s'il y en a eu. D'ailleurs, pas tellement au moment du Pacs, parce que Philippe Séguin et Jean-Louis Debré, qui étaient l'un président du RPR et l'autre président du groupe des parlementaires, ont respecté ce choix. Mais quand j'ai défendu la loi qu'on appelle la loi tabac-alcool contre mon groupe, là, j'ai eu des pressions absolument incroyables, ou la loi sur la parité, et je n'ai jamais cédé, jamais. Aujourd'hui, c'est vers le monde de la télévision que vous vous êtes tourné. Alors au départ, vous étiez dans l'émission Le Grand 8 sur D8. Quel bonheur! Devenu C8 aujourd'hui. Un programme qui était présenté par Laurence Ferrari. Vous étiez aussi aux côtés d'Absa Toussi, Elisabeth Botz, Aïda Taouri et Audrey Pulvar, que nous avons d'ailleurs reçu il y a quelques semaines. Et que je salue toutes ces filles très amicalement. Dans ce fauteuil. Et avant de démarrer, d'ailleurs, la chaîne avait fait un petit making-of pour présenter un petit peu toute cette préparation. C'est la deuxième vidéo que je vais vous montrer tout de suite. Quel joli souvenir. On a le droit d'être une artiste et d'avoir des convictions religieuses, Elisabeth. Mais pas de les mettre en avant comme ça. Ça s'est jamais fait dans notre pays, 5 filles qui font un magazine d'actualité. On n'est pas là pour être des petites filles bien gentilles, bien mignonnes, bien disciplinées. Le sourire, s'il vous plaît. Oh, quel bonheur de les revoir toutes. Ensemble. On a gardé des liens très forts. Je suis allé il y a une quinzaine de jours à une exposition de Aïda Touiri qui a fait des superbes photos dans ses voyages avec Laurence. On déjeune la semaine prochaine. Voilà, c'est tout à fait formidable. Quel serait le souvenir le plus drôle à nous raconter de ces années d'antenne ? Oh, il y en a eu plein. Il y en a tellement. Qui a pu. Oh non, j'ai pas de souvenir qui me revient. Là, les souvenirs qui me reviennent, c'est sur des personnalités exceptionnelles qu'on a reçues. Et évidemment, mon interview avec Latifa Mzaten a été un moment d'émotion tout à fait considérable. Quand on a Lang Lang sur le plateau qui joue, où j'ai... Vous avez lu 50 nuances degrés aussi. Voilà, j'ai rappé avec La Fouine, j'ai chanté avec Stromae, j'ai chanté avec Cécilia Bartoli. La télévision m'a apporté toute une série de souvenirs tellement exceptionnels. Et je dois dire que les gens ont bien compris ce qui nous liait dans l'équipe. Parce que vous savez, les amitiés de plateau, on a l'impression que quelquefois, quand on quitte ce plateau, en fait, c'est bourré de jalousie, de concurrence. Et là, les gens ont tout à fait compris. Je crois que la vérité de notre relation, l'authenticité de notre relation transparaissait à travers la caméra. Et ça, c'est très important. L'écriture a aussi une place importante dans votre vie, Roselyne Bachelot. Vous avez sorti de nombreux ouvrages. Alors, j'en cite les plus récents. Il y a eu Verdi amoureux en 2013, La petite fille de la 5e République, on vient d'en parler. C'est aux éditions Flammarion, d'ailleurs, si vous souhaitez lire ce très bel ouvrage. Mais dernièrement, en septembre 2016, vous avez sorti aussi un nouveau livre qui s'appelle « Bien dans mon âge ». C'est un guide pratique pour passer ce fameux cap des 60 ans. Pourquoi était-il important d'écrire ce livre, ce dernier livre, pour vous ? Le déclenchement, ça a été quand j'ai fait justement cette carrière télévisée dont vous parlez, qui se poursuit d'ailleurs à la radio, à RMC. Les gens m'ont dit « tu as l'air de bien t'amuser ».
Et quelquefois, c'était une constatation affectueuse, mais aussi avec un brin de reproche. Comment, à ton âge, tu t'amuses encore? Et donc, j'ai voulu dire, ben non, déculpabiliser. Et puis aussi, alors de façon plus sérieuse et plus profonde, je suis persuadée que nous vivons une révolution de l'âge. Et que cet extraordinaire allongement de l'espérance de vie doit être utile. Et que les personnes qui ont arrêté une activité professionnelle peuvent être utiles dans la société tout en prenant du plaisir à la vie. Elles ont une place dans cette société qui est fracturée. On vient de vivre des échéances électorales qui ont montré à quel point la France était divisée. Les personnes âgées, j'ai du mal à me qualifier de personne âgée, voilà, mais la septuagénaire que je suis, elle a un rôle social, en participant à une action associative. Je suis à la tête de 14 grandes associations caritatives ou culturelles. J'y consacre beaucoup de temps, beaucoup d'argent, parce que j'estime que j'ai un devoir de faire cela. Et quand on voit la solidarité qu'il y a vers les plus jeunes qui traversent des difficultés que ces personnes exercent, c'est vraiment très important de faire tout cela. Donc j'ai voulu dire, faites de votre vie quelque chose d'utile en vous amusant. C'est une très belle phrase, Roselyne Bachelot. Je pense que ça va... C'est vrai que c'est essentiel. C'est essentiel. Aujourd'hui, c'est à la radio qu'on vous retrouve, Roselyne Bachelot, dans 100% Bachelot, sur RMC. Le principe, alors on se saisit d'un sujet d'actualité, on donne aussi la parole aux auditeurs, parce que l'auditeur a... Ah, c'est l'ADN des RMC, c'est ça. Les journalistes sont nos auditeurs et ils ne nous épargnent pas. Et surtout, vous apportez les solutions à ce sujet, hein, vous essayez d'y répondre. Le monde de la radio, est-ce un monde qui vous attire depuis longtemps ? Oui, c'est un monde qui m'attire parce que mon père était journaliste radio et il a fait beaucoup de radio. Et la radio est quelque chose de très important, de très exigeant. D'abord, c'est un média où on travaille vraiment tout seul. En télévision, il y a toujours des équipes nombreuses autour de vous. En radio, il n'en est rien. Je fais mon conducteur, on choisit les sujets avec ma toute petite équipe. Et vraiment, quand je dis 100% Bachelot, quand vous dites ça à la télé, en général, c'est pas vrai. Mais quand vous dites ça à la radio, c'est totalement vrai. Et ce qui est pour moi très gratifiant, c'est que vraiment la direction de RMC me laisse le choix de mes sujets. Alors, je peux faire, comme j'aime le faire, des sujets légers, comment perdre 3 kilos avant de partir en vacances, mais la majorité... Parce qu'il faut aussi se détendre. Se détendre, bien sûr. Mais quelquefois, les personnes qui travaillent avec moi sont un peu réticentes quand je dis, bien, on va parler du suicide des agriculteurs ou des difficultés d'une relocalisation industrielle. Et les auditeurs sont là. J'ai des sujets qui sont vraiment récurrents, comme par exemple la souffrance animale et la cause animale. Et à chaque fois, mais on fait un tabac sur ces sujets. Et moi, voilà, c'est des sujets très importants. Et je dis clairement, je ne suis pas une passeuse de plats dans cette émission. Je dis clairement quelles sont mes positions, quitte à me friter avec les gens qui m'appellent au 32-16, ça m'est égal. Je veux être quelqu'un qui dit son opinion. Donc 32-16, hein, si vous voulez appeler Roselyne Bachelot pour commenter quelques sujets, 32-16. Alors maintenant, Roselyne Bachelot, je vais vous poser quelques petites questions pour vous connaître différemment. Est-ce que vous êtes prête ? Allons-y. Si je n'ai pas l'intention de répondre, je ne répondrai pas. Oh, il n'y a rien de... Vous inquiétez pas. Ça va, allez. Si vous étiez un type de café, lequel serait-il ? Un café italien assez long et très parfumé. Ah, pas mal. Que je prendrais sur la place des Herbes à Vérone. Waouh, c'est très précis tout ça. Très précis. Quel spectacle de la nature vous fascine le plus ? Si je devais choisir un paysage, j'irais peut-être à la pointe du Hoc, en Normandie. Ah. Quel est pour vous l'endroit le plus romantique pour une déclaration d'amour ? Peut-être lié avec l'Italie, peut-être ? L'endroit le plus romantique pour une déclaration d'amour, non, c'est quelque chose de cosy, c'est à l'intérieur.
c'est en toute proximité, dans un salon intime. Pour vous, les vacances, c'est repos ou amusement? Oh, mes vacances, elles sont toujours extrêmement musicales d'abord. C'est pas de l'amusement. Je consacre les 3/4 de mes vacances à la musique. Et donc, c'est le festival d'Aix, le festival d'Orange, le festival de Salzbourg, le festival de Vérone et ensuite le festival de Bayreuth. Alors maintenant, pour terminer, Roselyne Bachelot, je vais vous demander de regarder la caméra qui est juste en face de vous. Vous regardez les téléspectateurs droit dans les yeux, tout ce public qui vous suit, qui vous soutient. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à tout ce public? J'aimerais leur dire la belle phrase de Scott Fitzgerald qui doit gagner toutes les vies. Savoir que les choses sont sans espoir et cependant tout faire pour les changer. Waouh! Eh ben, un grand merci, Roselyne Bachelot, d'avoir été avec nous. Ça va, ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé. Bon. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve la prochaine fois avec une nouvelle personnalité qui viendra dans ce fauteuil se confier sur sa vie et sur son parcours. Prenez soin de vous.